C'est notre rendez-vous du week-end, une semaine dans le monde, l'actualité vue par nos éditorialistes. Et nous accompagne ce soir Alain Chalon. Bonsoir Alain. Bonsoir. Grand reporter, vous avez été correspondant à Washington et à Pékin pour France 2. À côté de vous, Ziad Imam. Bonsoir Ziad, Bonsoir. directeur du mensuel Afrique Magazine. Laure Simoes est face à vous. Bonsoir Laure, directrice éditoriale de Cartooning for Peace. Et puis Fabrice Rousselot est avec nous. Bonsoir Fabrice, on est ravis de vous retrouver. Journaliste des questions spécialiste comme tout le monde des questions internationales sur ce plateau. Vous avez été notamment directeur de la rédaction de Libération. Alors voyons ce dont nous allons parler ce soir. Nous reviendrons bien évidemment sur ces nouvelles accusations qui pèsent sur Cécile Collère et Jacques Paris. Emmanuel Macron a dénoncé une provocation, mais quelle est la marge de manœuvre de Paris? Les deux otages français détenus par le régime depuis plus de 3 ans risquent à présent la peine de mort. Le programme nucléaire iranien plane sur ces accusations. Peut-on espérer un cessez-le-feu dans la bande de Gaza alors que les opérations militaires israéliennes tuent chaque jour des dizaines de personnes? Donald Trump presse pour un arrêt des hostilités, mais Benjamin Netanyahou le souhaite-t-il vraiment? Il est attendu la semaine prochaine à la Maison-Blanche. Et puis, quelle est l'ampleur de cette victoire politique pour Donald Trump? Il promulgue ce 4 juillet, fête nationale américaine, la loi vertigineuse qu'il défend depuis des mois. Cette loi qui a eu raison de son partenariat, pour ne pas dire de son amitié peut-être, avec Elon Musk. Pour l'homme d'affaires, il s'agit d'une bombe à retardement, je reprends ces mots, pour les finances publiques. Elle prévoit aussi des coupes massives dans le secteur de la santé. C'est donc la sidération. Après l'annonce de Téhéran concernant Cécile Collère et Jacques Paris, s'accusés à présent d'espionnage pour le Mossad, ils encourent la peine de mort. Alors de quels moyens Paris dispose pour obtenir leur libération? Comment négocier avec un régime qui fait régner la terreur? Le programme iranien soulève toujours de nombreuses questions et Téhéran est prêt à utiliser tous les ressorts possibles pour négocier. Je vous propose d'écouter Emmanuel Macron réagir à cette annonce hier. Le choix qui a été fait est une provocation à l'égard de la France, une offense et un choix inacceptable d'agressivité. Parce que nos deux compatriotes sont allés là-bas avec des engagements qui sont tout à fait respectables. Ce sont des enseignants, ils avaient un engagement syndical. Mais se permettre de dire que ce sont des agents de l'étranger qui auraient déstabilisé le régime, etc., je pourrais dire simplement que c'est fantaisiste si ça n'était pas criminel. Et donc c'est inacceptable pour la France. Nous protégerons nos enfants et je peux vous dire que la réponse ne se fera pas attendre. Comment concrètement? Je vais appeler le président Pezeshkian, lui demander de reclasser évidemment cette qualification qui est gravissime et qui a des conséquences très graves, lui dire le soutien absolu que nous portons aux familles et dire que de toute façon, s'il maintenait dans les jours et les semaines qui viennent une telle qualification, la France prendra des mesures de rétorsion. Alors le président Pezeshkian, il l'avait déjà eu au téléphone dimanche dernier. Il avait déjà été question des otages, évidemment, dimanche dernier. Puis finalement, cette annonce, cette nouvelle accusation qui est formulée par les Iraniens. Fabrice, on a un homme, une femme qui sont pris de manière dramatique dans des enjeux qui les dépassent complètement. Oui, tout à fait. D'une certaine manière, c'est assez classique, j'allais malheureusement dire, pour le régime iranien. Ça vient après une séquence où l'Iran a été attaqué, on le sait, par Israël, bombardé par les États-Unis. Et on a vu quand même une certaine faiblesse du régime iranien, en tout cas en termes de réponse. On a vu que c'est un régime qui est quand même qui a des difficultés, on le sait, au niveau économique, qui a des difficultés au niveau de sa population. On sait que parallèlement, ils ont commencé à faire des tribunaux un peu d'exécution de citoyens. Ils ont commencé à liquider les opposants. Et l'une des armes dont ils ont à disposition, ce sont en effet les citoyens étrangers qui sont en Iran. Donc, d'une certaine manière, c'était malheureusement prévisible. Après, la question, c'est comment on peut sortir de cette situation. Et là, c'est toujours très compliqué avec les Iraniens. La porte de sortie, elle vient à travers des discussions autour du programme nucléaire. On ne sait toujours pas si l'uranium enrichi a été sorti ou pas. On ne sait pas ce qui se passe. Donc, il y a... Le seul point positif dans tout ça, c'est que quelque part, c'est un appel à une potentielle ou une possible négociation. Après, encore une fois, on est dans une situation qui est absolument dramatique, des accusations complètement infondées. Et d'une certaine manière, il s'en fiche. C'est-à-dire que le régime iranien est une dictature qui tient grâce notamment aux gardiens de la révolution. Ils sont dans une position complètement affaiblie. C'est un peu
le dernier ressort, ce sont prendre en otage les citoyens étrangers et les accuser d'espionnage. C'est que cette politique-là, elle est menée depuis plus de 40 ans Oui. par le régime des... On a vu ça à des plusieurs reprises. Mm. Précédemment, à plusieurs reprises, il y a eu là exactement les mêmes choses. Et malheureusement, ça dure généralement plusieurs années. Et donc, c'est vrai que pour les familles, ils sont déjà là depuis très longtemps, depuis 1000 jours. Oui. Et là, en plus, la prison a été attaquée. Ils ont été déplacés, on ne sait plus où ils se voilà. trouvent, on sait qu'ils sont Donc, séparés. on est quand même voilà, c'est beaucoup d'inquiétudes et avec un régime qui est aussi... Moi, je pense que le régime iranien, s'il n'est pas aux abois, il est en tout cas très affaibli. Et donc, il se tourne vers ce chantage-là à la diplomatie. Alain, ça va être difficile de négocier alors qu'on ne sait pas exactement où on en est dans ce programme nucléaire, s'il va redémarrer de manière clandestine. On sait déjà qu'il y a un retrait de l'AIEA, mais on ne sait pas où on avance en tant qu'Occidentaux. Non, et ça paraît un petit peu bizarre sur le plan diplomatique, quand même, cette prise de tâche. Parce que la France n'était pas du tout dans les pays les plus extrémistes dans cette crise qu'on a eue en Iran. Bon, elle a aidé, c'est vrai, Israël avec les avions qui étaient postés en Jordanie. Mais enfin, la prise de position politique de la France n'était pas la politique la plus extrême, disons. Donc, ce régime iranien qui a beaucoup d'ennemis et pas beaucoup d'amis aurait peut-être eu intérêt, au contraire, à modérer la France. Alors, ensuite, il faut voir les composantes de politique intérieure iranienne. Je pense que c'est là qu'est la clé, en fait. C'est toujours cette espèce de bras de fer qu'il y a entre les durs et les modérés. Alors, le président Macron va parler avec son homologue iranien qui, dans une affaire comme celle-là, à mon avis, n'a pas beaucoup de poids. Donc, est-ce que les durs sont prêts à aller jusqu'au bout ? On peut le craindre. On peut le craindre. Je crois qu'il y a eu déjà des exécutions de prisonniers étrangers, il me semble un Suédois, non Oui, tout à fait. Irano-suédois. Enfin, oui, voilà, Irano-suédois. Mais bon, on peut craindre le pire, oui. On parle de sanctions, Ziad. C'est vrai que les leviers de la France ne sont pas considérables. Le seul levier, c'est la diplomatie. Il n'en existe pas d'autre aujourd'hui. Moi, j'ai une petite nuance par rapport à ce qui a été dit. Je pense quand même que c'est un message très adressé. C'est plutôt avec Alain d'ailleurs. C'est très adressé parce que quand même la position de la France, je me rappelle très bien de ce qu'avait dit Macron quand les attaques israéliennes contre l'Iran ont commencé, c'était quand même assez pro-Israël, nous défendrons, etc. Il y avait même eu une petite polémique, c'est ce qu'on a un traité de défense. Enfin, c'était quand même l'illustration d'une dégradation de la relation, déjà pas très brillante entre la France et Israël, entre la France et l'Iran, pardon. Et donc, je vois les tweets de Macron qui sont quand même assez toniques quand il parle du président iranien. C'est un... Enfin voilà quoi, donc ça illustre une situation qui est pas bonne. Et je pense que les Iraniens qui ont, comme vous l'avez dit tous les deux, cette qualité tout à fait machiavélique d'utiliser des otages pour faire de la diplomatie bilatérale, ils ont 2 Français sous la main qui sont dans une situation absolument désastreuse. Ils poussent les enchères d'un coup très fort en disant, voilà, accusation, espionnage, Israël, peine de mort, etc. Mais c'est les enchères. Et je comprends le président qui dit... ça ne se passera pas comme ça, mais qu'est-ce qu'on a comme moyen réel aujourd'hui entre les mains dans un régime, vous l'avez dit tous les deux, qui est assiégé. Donc, on va couper quoi ? On va arrêter quoi ? On va renvoyer qui ? C'est ça la difficulté. C'est quels moyens on a réellement pour aider ces 2 Français à sortir du mieux possible de cette prison ou de là où ils sont. On parle du mécanisme de sanction qui avait été évoqué dans l'adoption, je ne veux pas, c'est Snap. Oui, mais encore une fois, si l'Iran était dans une position, j'allais dire, debout, ça pourrait parler des mécanismes de sanction. Mais là où ils sont aujourd'hui, c'est-à-dire à genoux, avec un régime contesté, des difficultés économiques absolument terrifiantes, des dégâts considérables suite à l'attaque, les centrales nucléaires, les sites nucléaires dont on ne sait pas si c'est 60%, 70%, 50% impactés, des Américains qui demain matin peuvent lâcher les fameux B, je ne sais pas quoi, là, les B2 les avions furtifs, les Israéliens qui peuvent aussi demain... Donc, ils sont dans une position très difficile, ce qui explique aussi que certains extrémistes peuvent pousser en disant il faut que, on va faire payer les Français aussi. On est dans cette dialectique-là. C'est d'ailleurs la raison pour laquelle le niveau d'alerte en France avait été relevé juste après, la semaine dernière. On s'inquiétait d'attaques iraniennes éventuellement sur le territoire français. Aujourd'hui, la seule chose que
que peuvent vouloir en tout cas les mollahs iraniens, c'est retourner à une sorte de négociation. Ce qu'a dit Trump, en fait, il s'en fiche un peu de savoir si l'uranium il est parti, il est revenu, etc. Ce qu'il a dit, c'est que s'il nous embête, on va taper une seconde fois. Aujourd'hui, honnêtement, si les États-Unis bombardent une seconde fois l'Iran, etc., on a un régime qui va avoir beaucoup de mal à survivre. Aujourd'hui, l'Iran n'a, en tout cas de ce qu'on voit, parce que c'est quand même un régime très compliqué à cerner, et les nombreux experts se cassent les dents à savoir exactement ce qui s'y passe, mais de ce qu'on voit, on a plutôt l'impression qu'ils n'ont pas les moyens de répondre à cette guerre. Ils n'ont pas les moyens de tenir tête à Israël, ils n'ont certainement pas les moyens de tenir tête aux États-Unis. Et donc, pour eux, leur seule marge de manœuvre, entre guillemets, elle serait dans une espèce de table de négociation sur laquelle ils pourraient revenir et dans lequel il y aurait une discussion autour de ce qui leur reste ou ce qui ne leur reste pas. Et ça, personne ne le sait encore. Et vous avez l'impression, Alain, que ce cessez-le-feu est plutôt une période où chacun reconstitue ses forces avant de se préparer à un autre affrontement? C'est un statu quo? Je suis un peu étonné par la position de Trump qu'on voit là en ce moment, qui me paraît pas tellement trumpienne, justement, puisque quelque part, il fait une ouverture quand même vers l'Iran, discutons, ou alors on vous tapera de nouveau, mais discutons. Et pour en revenir aux sanctions que vous évoquiez tout à l'heure, honnêtement, il y a tellement de sanctions contre l'Iran, comme tu le disais, ils sont à genoux. Qu'est-ce qu'on peut ajouter à ça? Donc les moyens de pression que nous, la France, on peut avoir pour essayer d'obtenir la libération de ces deux compatriotes. Après, on ne sait pas tout ce qui se passe. Il y a les discours officiels, c'est des discours qui sont adressés aussi à l'opinion publique française, les discours iraniens adressés à leur propre opinion. Mais peut-être qu'il se passe des choses en coulisses qu'on ne connaît pas et qu'on ne connaîtra pas. Peut-être qu'il y a des monnaies d'échange qu'on ne soupçonne pas. Mais ce qui est inquiétant, c'est l'inflexion négative plutôt que l'inflexion positive. C'est-à-dire qu'après après 1000 jours, mais ça a déjà été le cas fréquent, très longue période, des inflexions négatives, positives. La lutte des clans, encore une fois, en Iran, il n'y a pas une... Enfin, on dit que le pouvoir du guide suprême est très affaibli, que les gardiens ont plus la main aujourd'hui sur la théocratie que les mollahs, mais est-ce que tout ça est bien clair? Est-ce que les gardiens sont tous raccords entre eux dans une période de semi-chaos qu'ils vivent, entre ceux qui étaient supposés être morts, qu'on a retrouvés vivants? Enfin, c'est quand même une situation assez surréelle. Donc, vous avez un régime instable, qui est une dictature installée depuis l'ère Khomeini, qui joue sa survie, et donc on ne peut pas s'attendre aussi à des réactions totalement, j'allais dire, raisonnées, raisonnables, cohérentes en permanence. Il y a des réactions irraisonnées, incohérentes, qui peuvent amener à ce genre de provocation. Mais ce qu'on observe, c'est qu'on a une guerre qui, en principe, selon Israël, devait apporter plus de stabilité, de sécurité dans la région. Et au contraire, sur tous les aspects, on a plongé dans une grande incertitude et une insécurité. Parce que la guerre sans politique, c'est le retour à la guerre. Enfin, ça, on le sait depuis la nuit des temps. Donc, si on fait la guerre sans qu'il y ait une sortie politique quelque part, que ce soit avec l'Iran, que ce soit avec les Palestiniens, que ce soit avec le Liban, que ce soit avec la Syrie, que ce soit X et Y... C'est pour ça que les pays du Golfe, excusez-moi, après j'arrête de parler trop, c'est pour ça que les pays du Golfe poussent en disant il faut une solution, parce que nous on est frontline, on est devant là, et nous on est d'accord avec vous, Monsieur Trump, vous êtes un grand patron, vous êtes un grand maître, on vous fait des deals à 500 milliards et tout, donc aidez-nous à stabiliser cette région. Et il est sensible, Monsieur Trump, parce que quand même les accords d'Abraham, le Moyen-Orient magnifique, Las Vegas, le business, c'est important. Ils n'ont pas été jusqu'à l'appeler papa quand même. Non, on a dit c'est chez eux. Mais la guerre pour la guerre, on l'a sur 3 fronts, donc c'est ça qui est quand même, d'un point de vue global et géostratégique, c'est absolument affolant. On a le front ukrainien, le front Gaza et l'Iran, c'est la guerre pour l'instant. Et encore, on n'a pas encore la Chine, on n'a pas encore... Elle est commerciale pour l'instant, cette guerre. Laure? Je vais vous montrer 3 dessins, dont un premier dessin qui nous vient d'Ukraine, c'est pas anodin, du dessinateur Kazanevski. Comment relancer discrètement son programme nucléaire en mode ni vu ni connu, je t'embrouille. Voilà, c'est un petit peu la réponse que Kazanevski donne dans ce dessin, parce que c'est
certains experts disent, vous l'avez très bien rappelé, Aude, que malgré les frappes, la menace nucléaire iranienne, elle persiste, elle est encore là. Et maintenant que Téhéran a suspendu sa coopération avec l'AIEA, il sera plus difficile de contrôler la situation. Donc, petit bilan de ces frappes américaines et israéliennes dans ce dessin. Un autre dessin du dessinateur iranien Jam, qui est réfugié à Paris depuis plusieurs années et qui nous racontait, on a échangé avec lui cette semaine, il nous racontait le flou total de la situation actuelle qui demeure autour de ce cessez-le-feu. Mais ce qui reste inchangé, évidemment, c'est la répression constante sur les Iraniens et notamment les femmes et les jeunes. Et voilà, le régime très très affaibli a besoin d'une forme d'exutoire et s'en prend aux populations pour asseoir son autorité affaiblie. Et puis pour terminer, ce dessin du grand dessinateur iranien aussi, Manan Eyestani, qui lui aussi est réfugié à Paris depuis de nombreuses années. On a parlé évidemment de Cécile Colère et de Jacques Paris, accusé d'espionnage pour Israël par l'Iran. C'est ce climat de paranoïa aiguë du régime que Manan Eyestani dépeint dans cette allégorie du tableau de Snellen. Vous savez, ce tableau qu'utilisent les ophtalmos. Donc pour les mollahs, tout opposant est un espion d'Israël en puissance. Et quand il s'agit de brandir la liberté, les mollahs lisent Israël. On va rester dans la région. Une trêve est vitale, on le sait, dans la bande de Gaza, alors que les opérations militaires israéliennes tuent des dizaines de personnes chaque jour. On évoque à nouveau un cessez-le-feu présenté par les Américains. Benjamin Netanyahou se rend d'ailleurs la semaine prochaine à Washington. Donald Trump veut-il faire pression sur le Premier ministre israélien? Il semble être le seul à pouvoir le faire fléchir. Je vous propose d'écouter le témoignage d'une infirmière québécoise qui fait face à cet afflux ininterrompu de patients dans la bande de Gaza depuis des semaines. L'association qu'on fait en ce moment entre la distribution d'aide et des blessés par balle, c'est une association qui ne devrait jamais avoir lieu. Ce lien-là, il ne devrait pas exister. Et pourtant, en ce moment, moi, qu'est-ce que je suis en train de gérer de manière journalière? C'est les conséquences d'une distribution d'aide qui tire sur des locaux qui vont là seulement pour aller chercher la nourriture. Quelque chose que moi, je dois gérer à chaque jour, c'est de dire non. Non aux gens. Non, je n'ai pas de médicaments pour ça. Non, je n'ai pas de couche. Non, je n'ai pas de lait pour ton enfant. Non, je n'ai pas d'argent. Et devoir dire non en tant qu'infirmière, en tant qu'humanitaire, de manière répétitive, quand tu sais qu'on pourrait faire plus, c'est inacceptable. C'est complètement inacceptable. C'est glaçant, cette impuissance de la communauté internationale. Et on va revenir sur ce projet de cessez-le-feu, évidemment. Mais face à ces tirs, à ces morts dans des distributions d'aide humanitaire, on en parle chaque jour et on ne peut rien faire, il n'y a rien qui change. Parce que les acteurs principaux du sujet ne bougent pas de position. Les États-Unis, Israël. Demain, l'Amérique dit « j'arrête la livraison d'armes, je vous oblige ». C'est déjà arrivé dans l'histoire, une fois. Je crois que c'était sous Bush père. Je n'accepte pas que les civils soient pris de cette manière-là entre les feux de militaires et d'espèces de distributeurs miliciens d'aide. Ça s'arrête. Si l'Europe, excusez-moi, j'ose pas dire le mot, un synonyme. Avait des... Voilà, on entendrait des voix plus fermes. Parce que, encore une fois, on peut discuter stratégie, pas stratégie, est-ce que les Israéliens devraient pas. Mais là, c'est pas le cas. Là, il y a eu les témoignages d'Aretz, ils sont absolument tragiques. Des soldats qui disent, sous l'anonymat, que oui, on tire dans le tas parce qu'on ne fait pas de la gestion de foule. On voit des gens arriver, on tire avec ce qu'on a, c'est des mitrailleuses, des fusils, des mortiers, des chars, des fois, etc. C'est les soldats israéliens qui le disent, leurs commandants le disent. Et il y avait un article du Monde qui disait que pour la première fois en Israël, grâce à ces articles, il y a eu une forme d'onde de choc. C'est-à-dire que les gens ont été mis devant la réalité de ce qui se passe à Gaza. Et ça, le gouvernement israélien, il n'y a pas une voix qui s'élève pour dire c'est pas possible. Alors, il y a le président de la commission des finances, qui est un allié de Benjamin Netanyahou, qui lui a déclaré à ce jour, je ne comprends pas pourquoi nous nous battons et dans quel but, qu'est-ce que nous essayons de faire là-bas alors que des soldats israéliens sont tués tout le temps, parce que c'est le cas en plus depuis quelques jours. Oui. Maintenant, ils se sont touchés. Bon, alors lui, il parle de ses troupes. Bon, c'est sympathique, mais on parle des 400 morts, 500 morts, 600 morts, plus les 56 000 autres. Donc je pense qu'il est temps que cette guerre s'arrête. Et le seul, malheureusement, c'est pour ça qu'on est dans une impasse,
Le seul qui peut imposer cet arrêt de la guerre, c'est Donald Trump. Le seul qui a la force militaire, politique de dire à Benjamin Netanyahou, il peut aussi le protéger. On a vu des mails très bizarres pour dire à la justice israélienne, mais comment vous osez mener l'enquête alors que c'est un grand homme. Donc il peut essayer de le protéger, mais il y a aussi, mais comme on le disait sur l'Iran, il y a toute une dynamique de politique interne à Israël qui est très complexe, avec un gouvernement qui tient parce que l'extrême droite fait la majorité. Il y a le coût de la guerre, que ce soit à Gaza, que ce soit avec l'Iran, que ce soit au Liban, c'est l'argent qui est dépensé, l'émigration. Les Israéliens dits laïcs, enfin, c'est une expression particulière, mais qui quittent. Parce qu'ils veulent une vie, ils sont jeunes, ils n'ont pas envie de servir, il y a plus même si l'économie israélienne est particulièrement résiliente, donc tout ça, ça joue. Donc il faut bien que ça s'arrête à un moment, mais il faut des gens pour arrêter et il faut qu'il y ait des solutions politiques qui commencent à s'ouvrir. Le cessez-le-feu qui arrive, si jamais il est signé, c'est encore une histoire de 60 jours et on verra dans 60 jours. Mais... Alors oui, et d'autant plus qu'on voit que Benjamin Netanyahou ne tient pas ses promesses, puisqu'il n'a pas tenu la dernière trêve. Oui, absolument. Et je voulais juste ajouter quelque chose. Arrête non seulement, dit tout ce que tu as dit là, mais ajoute même que les soldats ont ordre de tirer. C'est encore beaucoup plus grave. Ils ne tirent pas pour se défendre parce qu'ils sont, disons, ils ont peur de ces foules. Non, ils ont ordre de tirer. Et des officiers, même des généraux, on dit qu'il n'y avait plus de cibles à Gaza. En fait, il n'y a plus de cibles militaires. On tape pour tuer. Voilà. Donc, effectivement, il faut que ça s'arrête. Je suis aussi tout à fait d'accord. Il n'y a que le président Trump qui a la possibilité de faire vraiment pression sur Israël, mais il a de gros moyens, en revanche, de faire pression, comme tu le disais. Si on dit on arrête de vous donner des armes, ça s'arrête, forcément. Est-ce qu'il a vraiment ça en tête ? Son historique, depuis qu'il est arrivé au pouvoir, plaide dans le sens inverse. C'est-à-dire que Gaza, visiblement, ce n'était pas son souci numéro un. Alors, est-ce que maintenant, subitement, il aurait pris conscience du drame et sa volonté d'avoir le prix Nobel de la paix pourrait le pousser à intervenir vraiment ? Moi, je suis assez sceptique, quand même. Je ne suis pas sûr qu'il utilisera tous les moyens qu'il a. Mais enfin, peut-être je me trompe. J'espère. Le plus choquant, moi, je trouve, c'est de plus en plus la déconnexion entre la réalité de ce qui se passe à Gaza et ces négociations qui n'en finissent plus, avec des acteurs qui sont tous plus ou moins hypocrites, qui veulent un jour quelque chose, un jour autre chose. Netanyahou n'a, on le sait, aucun intérêt à arrêter. Le plan de paix, en tout cas, les plans de paix tels qu'ils sont présentés, je crois que c'est la 10e version ou 12e version en quelques semaines, sont encore très très loin les uns des autres. C'est-à-dire que le Hamas... pour l'instant, n'accepte pas de quitter Gaza ou de laisser tout le territoire, évidemment, à Israël. Israël veut la destruction du Hamas. Alors, il y a quand même des éléments aussi qui disent qu'il commence à y avoir de nouvelles figures du Hamas. Il y a un nouveau commandant militaire, par exemple, dont je crois le nom est El Haddad, qui commence à faire entendre sa voix. Donc, il y a tous ces éléments qui sont là. Il y a le Qatar qui pousse. Alors, les pays de la région sont en train de pousser et poussent toujours pour essayer de trouver une solution. On a l'impression pour l'instant qu'on est sur des agendas qui sont toujours largement éloignés. Et je ne suis pas sûr que Trump, comme vous le disiez, ait forcément envie de mettre fin, ou en tout cas, et même, je ne suis même pas sûr qu'il ait il a beaucoup de pouvoir, entre guillemets, on en parlera tout à l'heure, mais sa diplomatie de la force sur ce sujet-là, je pense que c'est pas la bonne façon d'avancer. Et Netanyahou, pour l'instant, à moins qu'il ait d'énormes concessions, et je ne vois pas quelles pourraient même être ces concessions, à mon avis, il reviendra de Washington sans un accord. Enfin, mais la scène de Washington va être intéressante à suivre. Oui. Et la mise en scène de Washington. On va scruter la mise en scène de Netanyahou dans le bureau. On aura la même chose. On aura Vance et tout le monde à côté. On aura les journalistes. On va avoir 1h30. Donc ça va être intéressant. Et Trump qui va peut-être faire des déclarations. Le son trumpien va être intéressant. Tout à fait. Oui, alors il y a quand même quelque chose dont on n'a pas encore parlé. C'est la pression interne qu'il peut y avoir en Israël. Bon, il y a eu beaucoup de manifestations pour les otages israéliens, etc. Tout ça a été éclipsé ensuite par l'affaire iranienne, mais ça peut ressurgir. Il y a quand même beaucoup d'Israéliens, comme vous le disiez, qui sont
écœurés par ce qui se passe, qui poussent au contraire à arrêter cette guerre qui maintenant n'a plus de sens. Alors, est-ce que cette pression intérieure peut aller jusqu'à convaincre Netanyahou de changer? Il y a déjà eu un précédent historique. C'était l'invasion du Liban en 82. Vous vous souvenez, après les massacres de Sabra et Shatila, des manifestations avec des centaines de milliers de personnes. Et Sharon avait dû démissionner à ce moment-là. Bon. Aujourd'hui, on n'est plus du tout dans le même contexte. Il y a une destitution qui a échoué. Il y a 15 jours, ils ont tenté de destituer Netanyahou. Ils ont échoué. Donc là, il a les mains libres pendant 6 mois. Il est tranquille, il peut avancer comme il le souhaite. Il sait qu'effectivement, tant qu'il poursuit la guerre, il ne va pas répondre devant la justice. Donc c'est vrai qu'on ne voit pas pourquoi il plierait face. On voit qu'il mène aussi, qu'il poursuit la colonisation en Cisjordanie. Au contraire, et avec cette guerre Iran-Israël, il continue je pense que chez lui, il y a 2 choses. Il y a le politicien un peu madré, un peu cynique, qui a quand même du roulage. Il est Premier ministre. Il a eu une interruption, je crois, de 4 ans. 4 ans et demi, oui. Ouais. Mais en gros, il domine la scène politique israélienne depuis 20 ans. Ou plus, et cet homme-là est capable de passer par toutes les portes, les fenêtres, s'en sortir, faire pression sur la justice. Mais c'est aussi une vision, je pense qu'il est sincèrement persuadé qu'il rentrera dans l'histoire comme l'homme qui a recréé le grand Israël, qui s'est débarrassé de la question palestinienne, qui a mené la bataille et le combat envers et contre tout. Et je pense que l'Iran, il en parle non-stop. Déjà, il y a des films, des vidéos qui se ressortent de l'époque où il était ambassadeur aux États-Unis et il allait faire de la retape en disant les Iraniens. Et puis il convainc une partie des Américains. Il a fait ça avec les Irakiens. Et donc je pense, c'est quelqu'un qui n'est pas que le Machiavel du israélien, c'est quelqu'un qui est animé. Et c'est pour ça que c'est difficile, parce qu'il y a aussi ça chez lui. Je serai l'homme du grand Israël et je rentrerai dans l'histoire des Eretz Israël. C'est compliqué après de discuter raisonnablement. Et il est soutenu par des gens qui sont encore plus loin dans Donc, il se sent modéré par rapport à ses soutiens extrémistes. Oui, la vérité, c'est qu'il y a eu une droitisation de la société israélienne, pas seulement même au niveau politique, mais vraiment de la société, qui fait que ces pressions internes qui ont pu marcher autrefois, aujourd'hui, sont relativement faibles. Laure. Oui, je vais vous montrer trois dessins. Fabrice le rappelait à l'instant. Netanyahou a dit, je crois hier ou avant-hier, vouloir éradiquer le Hamas jusqu'à la racine, je cite. Et donc, en contrepoint, je voulais vous montrer ce dessin de Sherif Arafat, dessinateur égyptien, qui montre que la méthode de l'éradication sans solution politique, comme on le rappelait tout à l'heure, c'est peut-être pas la meilleure pour éviter la repousse. Pardonnez-moi cette métaphore agraire qui se prête bien à la situation. On parlait de la colonisation en Cisjordanie, ce dessin du dessinateur belge Pierre Kroll pour Le Soir. On le retrouve, ce bulldozer qui incarne l'accélération de l'implantation des colonies israéliennes dans les territoires occupés en toute impunité. Qu'est-ce que vous faites encore là, vous, dit ce chauffeur de tank, vous devez mourir ou partir. C'est effectivement un petit peu le dilemme que connaissent actuellement les Palestiniens. Et puis pour terminer, ce magnifique dessin d'Emad Hajjaj, grand dessinateur jordanien pour Al-Arabi Al-Jadid. Beaucoup d'ONG on parlait de pièges mortels quand il s'agissait donc de ces distributions alimentaires assassines menées par cette ONG un petit peu douteuse, la Fondation humanitaire de Gaza. Et donc effectivement, l'ONU a aussi dénoncé quand même que plus de 600 personnes avaient péri depuis cette distribution depuis le mois de... En un mois seulement. En un mois. Fin mai. Et donc, les dessinateurs ne savent plus quoi utiliser comme image pour montrer le décalage entre ce qui est censé être une aide humanitaire et ce qui se résume à un assassinat répété.
On se souvient des échanges houleux début juin entre Donald Trump et Elon Musk à l'origine de ces derniers, le grand projet de loi budgétaire voulu par le président et contre lequel Elon Musk était très mobilisé. Je le cite, une abomination répugnante. Donc pour reprendre ces mots, eh bien, il a été adopté. Une victoire politique pour Donald Trump, mais combien cette loi va-t-elle lui coûter? C'est ce que nous allons voir dans un instant. Avant cela, écoutons-le, Jubilé. Je pense que ce budget est très populaire. Il fait beaucoup de choses, notamment la plus grande réduction d'impôts de l'histoire de notre pays. Et cela suffit à le rendre très populaire. Le seul sondage qui a été réalisé est un sondage démocrate. Et les 2 dernières choses sont un peu controversées, mais elles sont bonnes pour le pays. Les réductions d'impôts à elles seules. Il s'agit de la plus grande réduction d'impôts de l'histoire de notre pays, et cela suffit à le rendre très, très populaire. Alors populaire, certes Fabrice, mais où cette loi va-t-elle réellement entraîner les États-Unis? C'est une vraie question. C'est une vraie question. C'est une loi qui va faire exploser les dépenses publiques. C'est une loi qui a rencontré beaucoup d'opposition de la part des démocrates. Alors, c'est une énorme victoire, c'est une victoire pour Trump, et il va la célébrer comme il se doit un 4 juillet, ça c'est clair. Mais il y a aussi un avertissement quand même quelque part. C'est-à-dire qu'au total, il y a quand même 15 républicains en tout dans les 2 chambres qui se sont opposés à cette loi. Certains, on les a un petit peu serrés très fort pour que justement ils reviennent dans les rangs. Donc ça commence un tout petit peu à bouger. Mais en même temps, pour l'instant, il faut bien dire que le Congrès est sous l'emprise de Trump. Les juges sont sous l'emprise de Trump. On est dans un système qui est de plus en plus un système qui va vers une dérive autoritaire où le pouvoir exécutif en fait est le seul qui a voix. Je discutais hier encore avec des démocrates du New Hampshire, qui était quand même un État très tranquille, où on me disait que les restaurants mexicains sont l'objet de raids de DICE, par exemple. Au milieu du New Hampshire, on va débarquer des hommes en armes qui viennent récupérer tout ce qu'ils peuvent et toutes les personnes. Donc, on est quand même dans une drôle d'ambiance aux États-Unis. On a pour l'instant, un Trump qui est triomphant sur bien nombre de sujets. Et en même temps, il y a une résistance qui se met en place au niveau local, même s'il y a beaucoup de pression sur les juges, etc., sur les élus locaux. Il y a quelque chose qui se met en place. Moi, ce que je trouve peut-être le plus inquiétant dans ce qui se passe là, et avec cette loi qui passe et qui va lui permettre, en effet, de triompher, entre guillemets, pendant encore quelques semaines, c'est il y a un système qui se met en place. Et j'allais dire, Trump, c'est pas forcément le plus inquiétant. Les plus inquiétants, ce sont les gens qui sont autour de Trump. On voit une idéologie qui se met en place à travers des gens comme Edwidge Colby, par exemple, qui est sous-secrétaire d'État à la Défense, qui est celui qui veut absolument taper tout le monde. On voit Stephen Miller, qui est l'un peut-être des représentants trumpiens qui est le plus à droite, qui s'exprime maintenant sur tous les sujets. On voit Steve Bannon qui revient. Et quelque part, des gens comme J.D. Vance, qui sont beaucoup plus idéologues que Trump, préparent le système de l'après-Trump. Et là, je pense qu'on peut vraiment s'inquiéter sur qu'est-ce qui va se passer si ce système-là, qui est quand même très à droite, qui n'est pas du tout pour un gouvernement de liberté, de tout ce que vous voulez, qui est pour en fait la domination du pouvoir exécutif, et si ce système perdure et arrive à passer outre les réticences du Congrès, c'est vrai qu'il y a de quoi s'inquiéter. Alors c'est vrai que ça a surpris finalement ce vote des Républicains. On s'attendait à ce qu'éventuellement ils ne suivent pas autant les consignes de vote. Surtout la Chambre des représentants, autant ça a été sur le fil au Sénat, la Chambre des représentants, c'est vrai que ça a été quand même, tout le monde a suivi. Ça donne quelle indication pour les élections de mi-mandat justement? L'indication, c'est que Trump a, sur les députés, sur les sénateurs et sur les candidats qu'il y aura pour les élections d'une terme, un pouvoir de pression extraordinaire. C'est-à-dire que si tu n'es pas d'accord avec moi, tu ne seras pas candidat la prochaine fois. Voilà, c'est tout simplement comme ça que ça se passe. Et la pression est forte. Et il peut même y avoir du chantage, etc. Enfin, on utilise vraiment le bulldozer trumpien. Sur ce que tu disais, je suis d'accord sur beaucoup de choses, sauf sur une. C'est-à-dire, tu dis, il y a quelque chose qui se met en place. Ça fait 6 mois qu'il est là, et c'est pas grand-chose qui se met en place. Moi, je suis frappé, après avoir vécu pendant 8 ans aux États-Unis, de voir à quel point cette
Constitution qui était sacrée, véritablement sacrée, est bafouée tous les jours. Maintenant, on n'en tient plus du tout compte. Le système est basé sur les contre-pouvoirs, ce qu'on appelle les check and balance. Il n'y en a plus. Le Congrès est une simple chambre d'enregistrement, on vient de le voir. La Cour suprême, qui est un autre contre-pouvoir, est dans sa main entièrement. Les juges fédéraux ont été dépouillés de leur propre pouvoir. Enfin, vraiment, le système qui se met en place, c'est le système trumpien, qu'on ne se trompe pas. C'est pas du tout. Je ne parlais pas de l'opposition. Il y a un entourage autour de Trump qui est en train de préparer. Non, mais ça, là-dessus, je suis bien d'accord. Mais au niveau local, en fait, Fabrice, vous voulez parler au niveau local. Il y a des initiatives individuelles. Depuis 6 mois, il ne s'est pas passé grand-chose, mais c'est la première fois que je vois des gens me dire on prépare, et voilà, on commence à bouger un peu, etc. On a parlé beaucoup sur ce plateau avec des invités. C'est vrai que les universitaires nous en parlent notamment, c'est-à-dire qu'il y a une résistance dans les universités. On va aller défendre des étudiants. Il y a des juges qui se mettent quand même en première ligne. Je pense que pour le moment, il est sur une highway. Oui. Il est sur un nuage. Non, il est sur un nuage, sur une highway. Il fait ce qu'il veut. Tout le monde se couche, ce qui est quand même très étonnant venant d'une démocratie qui était supposée être une des grandes démocraties du monde. La vitesse avec laquelle les gens se couchent, la vitesse avec laquelle vous avez parlé des mesures absolument, probablement effrayantes qui ont serré le cou à une dizaine de députés républicains. Il y a aussi un vrai problème de leadership et démocrate, c'est-à-dire que tout ça, c'est aussi le résultat d'une catastrophe Biden sur les 2 dernières années, d'une campagne ratée, de rien derrière, c'est-à-dire plus personne ne parle, Obama ne parle pas, Kamala Harris ne parle pas, le pauvre, comment il s'appelle Jeffries, qui tient le crachoir pendant 9 heures en pensant que ça fait de la politique. Bon, très bien, mais il n'y a plus de leadership démocrate. Il y a quelque chose qui émerge à gauche et qui va peut-être être très intéressant à suivre parce que ça signalerait un shift dans la jeunesse, en particulier des américaines, qu'on a déjà vu avec l'histoire palestinienne. C'est ce qui s'est passé à New York, c'est la montée en puissance de Madame Cortez. Ce serait une énorme bagarre. Non, mais le fait même qu'on dise qu'elle pourrait être candidate aux primaires démocrates, c'est révolutionnaire. On n'a jamais vu ça. Donc la gauche la gauche démocrate traditionnelle va être contestée sur sa gauche. Donc c'est pas mort les États-Unis. C'est quand même un pays. Il y a des États, il y a des journaux qui résistent, il y a l'université d'Harvard qu'on avait dit qu'ils étaient morts. Bon, ils ne sont pas encore morts. Donc, c'est un pays très vivant. Il y a des États surtout. Oui, mais il y a aussi cette militarisation. Il y a une grosse part de ce budget qui va être consacré, qui augmente quand le budget militaire. Quand vous allez couper les bons alimentaires à 40 millions d'Américains, quand vous allez couper Medicaid, pour les plus... Medicaid, c'est pour les plus, oui. Quand vous allez couper Medicaid, quand vous allez instaurer du travail obligatoire pour avoir accès à la santé, ça ne va pas se passer comme sur des fleurs. Les gens sont éruptifs, les gens qui sont poussés à bout sont éruptifs. Et puis, il y a des contradictions partout. Il est obligé de faire des discours alambiqués pour dire « Ah oui, mais mes amis les fermiers, je comprends. Alors, s'ils se montrent garants des travailleurs dans leurs fermes, on va peut-être éviter de les expulser. » Mais l'agriculture américaine sans Mexicains, Colombiens, Honduriens, il n'y a plus d'agriculture. Il n'y a plus de restaurants, il n'y a plus d'hôtels. Enfin, tout ça, ça ne marche pas. Ce n'est pas des Américains. Tout ça est basé sur un fantasme que les Américains vont aller travailler pour $5 de l'heure. Et puis, il y a le dernier truc, c'est les lettres qui partent aujourd'hui et demain pour dire au pays 20%, 30%, 25%. On va voir l'impact. Moi, je pense que rien... Là, il est sur la highway. Il va nous faire un 4 juillet. Aujourd'hui, on n'a pas les images, qu'il est un peu tôt encore, je pense. Ça va arriver. La parade débute, là. Et on va avoir droit à Superstar Ça va être Donald. retentissant. Ça va être retentissant, mais la politique est difficile. La et puis l'Amérique est un grand pays qui a déjà vécu des choses complexes. Moi, j'étais pas né à l'époque du macartisme, mais ça devait pas être de la tarte, le retour de la guerre froide, etc. Donc... Oui, mais Alain, ce dont je parlais, c'était, et Fabrice l'évoquait, c'est des hommes armés qui débarquent dans des restaurants, c'est la garde républicaine qu'on Mais c'est violent, l'Amérique. Oui. C'est pas... Ça venait pas de l'État. Ça venait pas de l'État initialement. Oui, mais enfin, ils ont une arme chacun dans leur placard. Bien sûr. Oui, mais là, c'est pas... c'est la violence d'État. Un citoyen américain qui prend son pistolet, qui tue 10 personnes, ce que je veux dire, c'est que c'est l'État. Oui. Voilà, c'est envoyer, par exemple, les Marines... c'est un truc qui était inimaginable. Ce qui est effrayant, c'est qu'il n'y a pas de réaction. Ça veut dire que c'est bien là où moi je suis moins optimiste que vous. Le plus grand test est en effet sur ce qu'on appelle les checks and balances américains. C'est-à-dire, est-ce que oui ou non, il va y avoir des contre-pouvoirs qui vont se réveiller à un moment ou à un autre. Pour l'instant, c'est timide, ça commence un tout petit peu. Les médias tiennent. Mais pour l'instant, c'est Trump qui emporte la mise.
Donc, Et les mi-mandats, on ne sait pas comment ça va se passer. Hein. Mais le témoignage de la sénatrice de l'Alaska, je ne sais pas si vous l'avez lu, qui était dans le New York Times, c'est absolument fabuleux. C'est-à-dire qu'elle explique qu'elle était contre la loi, ils sont venus la voir, ils lui ont tellement pressurisé qu'elle a finalement voté pour en disant je vais voter pour parce qu'à moyen terme, peut-être que je peux revenir en arrière. Un mot rapide justement d'Elon Musk qui était contre cette voie, qui a annoncé que si le texte était adopté, donc c'est le cas, il lancerait un nouveau parti, financera la campagne de primaire républicaine aux candidats opposés aux parlementaires qui ont voté cette loi. Qu'est-ce qu'il peut faire? Il va se faire expulser? Non, ils vont lui faire la misère, ça c'est sûr. Et puis en plus, il va y avoir quelque chose de personnel qui est déjà déclaré. Mais il a dit autre chose dans une interview, parce que le type est fou quand même. Hein. Non, mais c'est Qui n'est important. pas fou dans l'affaire. Il a dit « Je préfère avoir ma parole libre et être pauvre ». Donc, on va voir où la folie l'emmène, mais il a cette folie-là. Ça fait 40 ans qu'on parle d'un troisième parti aux États-Unis, peut-être que c'est l'occasion. Oui, il n'y avait jamais eu un gars à 200 milliards pour le faire. Voilà. Je voudrais que Laure ait le temps de nous montrer de ses dessins et nous parler aussi d'un mot de la Turquie, de ce qui s'y passe. Oui, je vais vous montrer ce premier dessin du dessinateur français Rodo. One Big Beautiful Bill, c'est quand même le titre de cette loi sur le budget. Il ne faut pas avoir peur du ridicule. En France, on aurait des progrès à faire. Donc, Trump fait adopter son projet de loi budgétaire, une grande et belle loi par un grand et bel homme. Donc, effectivement, c'est une victoire politique pour Trump et son ego au passage, comme Rodo nous le montre très bien dans ce dessin. Un autre dessin de Ramsès, dessinateur cubain, parce que, comme on vient de le dire, il y aura peut-être un petit problème quand les classes populaires se rendront compte que cette loi se fait littéralement sur leur dos, puisqu'elle augmentera la dette et les inégalités. Vous voyez, il y a marqué justement, on en parlait, de l'aide alimentaire, Medicaid. Donc, les American People, ils vont peut-être déchanter bientôt. Et puis, pour terminer, ce dessin du dessinateur américain Koterba, que j'aime beaucoup, la One Big Beautiful Bill, pour lui, en réalité, c'est un monstre qui ne fera qu'une bouchée de la statue de la liberté et qui peut donc finir d'affaiblir cette démocratie américaine qui nous fait déchanter de jour en jour. Je peux ajouter une toute petite chose sur le titre. Big Beautiful Bill. BBB. Pourquoi BBB? Parce que le grand projet de Biden, c'était BBB aussi. Mais un BBB de gauche, vraiment très social, avec des mesures pour la santé, l'éducation, etc. Mais c'est encore un coup de griffe à Biden. Et on inverse les valeurs. D'un mot, la Turquie, puisque l'opposition a été réprimée cette semaine dans l'Ouest et un dessinateur a été arrêté par les autorités. Oui, on a été un petit peu mobilisés cette semaine contre une nouvelle attaque contre la liberté de la presse en Turquie, qui est quand même, rappelons-le, le 159e au classement mondial de la liberté de la presse. Et on sait que c'est un pays où les journalistes sont très régulièrement menacés. Mais là, c'est le journal satirique, emblématique journal satirique Leman qui a été la cible, et notamment à travers un dessin de presse avec une caricature prétendument de Mahomet. On pourrait faire une exégèse assez longue et une analyse longue du dessin. On n'a pas le temps pour ça. Mais en tout cas, les locaux de la rédaction, ils ont été quand même attaqués par une dizaine d'individus. Et puis il se trouve que, justement, une partie de la rédaction est actuellement arrêtée. Et on s'est mobilisé avec nos partenaires Reporters sans frontières et Cartoonist Rights. On a publié un communiqué de presse que vous pourrez retrouver sur notre site pour évidemment exiger la libération immédiate de ces journalistes et de ce dessinateur de presse. Et on s'inquiète évidemment de ce qui se passe en Turquie. La dérive autoritaire, elle ne date pas d'aujourd'hui en Turquie. Merci beaucoup, Laure. On sait à quel point ça peut être une étincelle qui peut tout faire flamber. Donc on surveille cela avec attention. Je vous remercie. Le tout dans un contexte de 100e jour d'emprisonnement du candidat opposant Imamoglu. Fabrice, Laure, Alain et Ziad, merci infiniment d'avoir été avec nous ce soir. Merci. Une semaine dans le monde, c'est terminé pour ce soir. Et puis, je vous retrouve dans quelques instants.